Ce qu'il faut dire, c'est que le Cameroun n'est pas un îlot isolé du monde entier. Depuis 1990, il y a des efforts de libéralisation. Et ces efforts de libéralisation se sont faits dans des domaines comme l'économie, comme l'économie principalement, avec le FMI qui est venu, nous a obligés par exemple à déréguler le secteur de l'eau ou de l'électricité en créant des autorités indépendantes, théoriquement indépendantes, hein, qui régissent le secteur. D'accord ? Malheureusement pour nous, les secteurs comme la presse sont des secteurs de souveraineté nationale. Ce qui fait qu'on n'y a pas beaucoup touché. On a fait par exemple le Conseil national de la communication, qui n'est pas vraiment une autorité indépendante. Vous comprenez? Puisque par exemple, l'interdiction des journaux, je ne sais pas quoi, ça se fait toujours par un arrêté ministériel, tout cela, dont en fait la dérégulation au Cameroun est en panne. Et la dérégulation est en panne au Cameroun parce que nous avons la culture de l'autoritarisme depuis toujours. C'est-à-dire que en 1959, en octobre 1959, quand il fallait aller à l'indépendance, le président, qui n'était pas président encore, le Premier ministre Ahidjo, a obtenu de l'Assemblée nationale ce qu'on appelle les pleins pouvoirs pour organiser l'entrée vers l'indépendance et organiser les élections, la constitution, tout ça. Les pleins pouvoirs de l'exécutif. Et je peux vous dire que ces pleins pouvoirs qu'il a obtenus en 1959 nous poursuivent jusqu'à aujourd'hui. L'exécutif a les pleins pouvoirs, malgré disons, les réformes cosmétiques qu'il peut y avoir à côté. Vous voyez, un exemple parmi d'autres. Dans tous les pays du monde, vous avez un ministère de l'Intérieur où vous retrouvez les préfets, les maires et la police. D'accord? Mais au Cameroun, il n'y a pas de ministère de l'Intérieur. La police dépend de la présidence. Ça vous donne déjà une indication de l'autoritarisme qui caractérise notre pays. Voilà. Il faut savoir qu'on a affaire à un régime autoritaire. C'est-à-dire un régime qui peut se passer de ce qui est considéré comme liberté publique, qui s'impose toujours par la force et non par le dialogue. Voilà la vérité qui constitue le contexte dans lequel nous vivons. Et si vous n'avez pas compris cela, ce sera bien dommage pour vous. Donc il faut déjà comprendre ce contexte-là et savoir que ce contexte va perdurer tant que les choses ne vont pas évoluer dans un certain sens. Donc voilà. Voilà la vérité, hein. Ce n'est pas prendre position ou quoi, c'est vraiment décrire les choses telles qu'elles se passent. Donc, vous voyez, quand l'armée, la police a vécu avec cet esprit-là, vous savez, jusqu'en 1971, hein, pour quitter Yaoundé vers Bafoussam, il fallait un laissez-passer.
Vous le savez peut-être, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis. Il fallait un laissez-passer. Jusqu'en 71. Ben oui. Il fallait aller au commissariat spécial, obtenir un laissez-passer. Pourquoi? Parce que on luttait encore contre le maquis et le président de la République décrétait l'état d'urgence sur certaines parties du territoire, sauf que le décret l'autorisant à prendre cet arrêté de l'état d'urgence disait que l'état d'urgence dans un coin du pays l'étend sur tout le pays. Oui, de tout cela, c'est emballé dans un juridisme très, très précis, hein, pour vous donner l'illusion que tout cela se fait dans le respect des règles, mais en réalité, les choses retombent toujours. Hein. Alors donc, je crois qu'à l'école de la police, à l'école de guerre ici, on enseigne à ces messieurs-là les droits de l'homme et tout ça, mais je ne suis pas sûr que le gardien de la paix ait reçu également ces enseignements-là. Et vous savez, la manière dont nos forces de l'ordre se comportent reflète un peu la manière dont l'exécutif nous gère. Et tout cela, nous devons en tenir compte. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous prévaloir de la liberté de la presse, de la liberté d'informer, de la liberté que le pouvoir reconnaît, que la Constitution, nos textes reconnaissent aux journalistes pour aller à la recherche de l'information. Nous ne pouvons pas nous prévaloir de cela seulement pour exercer notre métier. Il faut tenir compte du contexte, donc être prudent. Être prudent, et quand on va effectivement dans une manifestation comme celle-là d'abord, il faut avoir la capacité de montrer que vous êtes journaliste. Alors, être journaliste dans notre pays, je crois que c'est avoir la carte de presse, c'est ça? Alors, je crois savoir que votre syndicat, la politique officielle de votre syndicat, c'est d'être contre la commission qui délivre la carte de presse. Je ne sais pas si vous avez changé. On n'a pas changé. Ah! Vous voyez que les difficultés commencent. Hein? Vous voyez que les difficultés commencent parce que le policier peut vous dire que ne pouvant pas prouver votre qualité de journaliste, vous n'avez même pas le droit d'être là pour couvrir la manifestation. Donc, nous on souhaite que cette commission marche mieux. Je vais vous avouer que parce que je suis légaliste, j'ai à une certaine époque écrit à cette commission pour avoir une carte de journaliste. Mais les papiers à remplir, l'histoire de CNPS, tout ça. Écoutez, c'était tellement... non, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas remplir les critères pour avoir la carte. Bien que tout le monde sache que depuis que je vis, depuis que je travaille, depuis le 1er janvier 1966, je ne fais que ça, le journalisme. Tout le monde le sait au Cameroun. Mais M. Chineum ne peut pas avoir la carte de journaliste. C'est quand même extraordinaire. Et je pense que vous voyez la traduction dans les faits de ce que je dis, c'est que la dérégulation de la presse n'est pas encore totale chez nous, et ça se reflète sur les conditions de travail. Je vous prends un autre exemple. Est-ce qu'il est normal que des années après l'institution du multipartisme, le ministre de la Communication continue à être le président du conseil d'administration de la CRTV? La CRTV,
c'est un organisme qui vit grâce à nos impôts. Et même grâce à un impôt spécifique qui est la redevance audiovisuelle, je crois, qui a amené d'ailleurs les 2 derniers directeurs généraux en prison. Donc vous voyez, hein, on se bat, cette affaire de la redevance audiovisuelle que le ministère récupère, mais qui reverse à compte-gouttes au lance-pierre à la télé, a déjà créé pas mal de dégâts. Et malgré tout, c'est un ministre qui est membre d'un parti. Donc, vous voyez, la CRTV demeure un service gouvernemental au lieu d'être un service public d'intérêt général. Donc, oui, voilà encore un exemple qui montre que nous n'avons pas vraiment terminé la dérégulation. Donc voilà des exemples qui doivent vous alerter, vous jeunes journalistes, sur dans quel pays on vit, dans quel contexte, et la bataille énorme que nous avons encore à mener pour que la liberté de la presse s'instaure véritablement. Alors, je peux multiplier les exemples. Hein. Vous savez, par exemple, que la situation économique de la presse est catastrophique, y compris celle de la CRTV. Hein. Ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. Je crois que la CRTV est sous-financée, mais à mort. Parce que la CRTV, si elle a de l'argent pour faire fonctionner, pour faire marcher les équipements techniques, les émetteurs, payer les salaires et tout, ben c'est bien beau. Sauf que il manque le budget de production. Et le budget de production, c'est ça le nerf de la guerre. C'est ça qui fait la télé. Parce que faire marcher les studios et tout ça, et nous condamner à de la radio filmée, parce qu'on n'a pas l'argent pour aller faire les reportages et tout. Et puis les reportages, s'il y a 7 caméras à la radio, 5 sont consacrés au reportage d'événements prévus à l'avance, de séminaires, de suivre les hommes politiques. C'est pas ça la vie. La vie, c'est autre chose. C'est aller chez les Pygmées, rester 2 mois avec eux, faire des choses très concrètes, nous ramener ça. Vous voyez, rien que faire 1 heure d'émission, ça peut demander 150 millions. Donc, vous voyez, donc, ni la CRTV, ni Canal 2, personne. J'ai été directeur général de Canal 2 pendant 5 mois avant de me faire virer. Personne dans ce pays n'a de budget de production. Vous voyez? Non, la situation économique est dramatique. Dramatique. Alors, j'ai un dada, chaque fois que je peux en parler, je n'hésite pas, c'est l'absence d'une agence de presse au Cameroun. Vous voyez, il n'y a pas d'agence de presse au Cameroun. Non mais je veux dire que même la Somalie, qui n'était pas un pays il y a encore quelques années, là, que 2 ou 3 ans, la Somalie n'était pas un pays, mais dès que la Somalie a eu un gouvernement, la première chose que la Somalie a fait, c'est de créer son agence de presse. Et la première chose d'ailleurs que le Cameroun lui-même avait fait, c'était de créer son agence de presse en mai 1960, qui s'appelait Agence camerounaise de presse. Et cette agence a rayonné, a fait tout le monde citer l'Agence camerounaise de presse jusqu'à la réforme de 1972, par là, où on a créé Sopecam. Et on a mis
l'agence de presse dans la société d'édition et l'imprimerie qui imprimait Cameroun Tribune. Et puis, avec le temps, la fonction de l'agence a disparu complètement. Et voilà que nous sommes l'un des rares pays au monde, je dis bien au monde, hein, même la RCA, le Togo, ils ont leur agence de presse. Attendez, dans les écoles de journalisme, on vous apprend que une information, un événement devient une information exploitable dès qu'il y a une dépêche d'agence. Ça commence par un flash d'information. Khrouchtchev est mort à Moscou à 10h15 ce matin. Flash d'information. Après, Khrouchtchev est mort, on l'a vu hier, ça fait une brève. Après, le flash, c'est une brève. Après, on développe. Khrouchtchev était président du parti depuis tel nombre d'années, machin et tout. Ça devient un article développé. Après, ça devient l'analyse. Voilà comment on couvre. On vous apprend à l'école de journalisme que c'est comme ça, qu'on couvre. Alors, et vous venez ici. Vous êtes une génération qui n'a jamais su ce que c'est qu'une agence de presse. Nous, quand on était à la radio, en 68, 69 et tout, dans la salle de rédaction, il y avait même carrément une salle des machines avec une vitre pour séparer parce que ça faisait beaucoup de bruit. C'était des machines anciennes là, et les dépêches, ça pissait la dépêche, ça pissait. Vous savez combien vous savez qu'il y a l'agence France Presse, il y a l'agence Reuters, il y a l'agence DPA, il y a l'agence Chine Nouvelle. Écoutez, un pays sans agence est un pays où le traitement de l'information rencontre quand même des problèmes très graves. C'est-à-dire que, et vous avez le journalisme d'agence est un type de journalisme très précis. Le journaliste d'agence n'a pas d'opinion à donner sur la nouvelle qu'il traite. Non, il dit ce qui s'est passé. Il répond aux 5 questions traditionnelles: qui a fait quoi, où, quand, comment, à la limite. Mais il n'a pas d'opinion à donner. Alors, vous avez vu vos productions, là. Vous passez tout le temps à donner vos opinions sur des sujets dont vous avez entendu parler 2 heures avant. Vous devenez expert de la question, vous passez votre temps. Ce pays est un journalisme de commentaires. C'est très grave, très grave. Très grave. En Dokoti, un camion des brasseries se renverse, fait 3 ou 4 morts. On ne sait pas qui donne l'information. Est-ce que c'est les brasseries? Est-ce que c'est le commissaire de police qui a été constaté? Qui certifie que l'information qu'on a là est une information vérifiée, sûre? En fait, l'agence de presse est là pour ça, pour certifier que l'information est sûre. Or, dans notre pays, ce sont les gens qui font l'information qui la donnent, donc en se mettant en valeur, sans qu'on sache vraiment si ce qu'ils disent est vrai. Donc vous voyez un peu le truc. Et après, c'est peut-être les gens qui sont contre eux qui donnent leur version, mais il n'y a pas un arbitre qui dit voilà, vraiment, c'est... Bon, bref. Non, c'est pour vous dire que c'est le chaos total. Je pèse mes mots, hein. C'est vraiment le chaos total dans notre pays en matière de cheminement de l'information. Même le président de la République, quand il signe son décret, là,
qu'est-ce qui se passe avec le décret du président de la République? Il y a un chauffeur, à une certaine époque, le chauffeur, c'est quand il allait chercher les enfants du ministre chargé des missions, il passait à la radio, donnait une copie, et après allait donner l'autre copie à Sopeka. Vous voyez un peu le genre, hein? Et puis, le décret du président, là, c'est... Il n'y a que Sopecam et la CRTV qui peuvent l'avoir. Donc, les autres, on ne sait pas. Et parfois, vous allez sur le site internet de la présidence, ce n'est pas là. Généralement, c'est 48 heures après qu'ils mettent. Vous voyez que même le président lui-même n'est pas correctement servi. Or, à l'Élysée, au palais du président américain, non, il y a des correspondants de presse. C'est eux qui prennent et qui dispatchent. Et ils n'attendent pas 13 heures ou 17 heures pour que l'information soit officialisée. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Donc voilà. Non, c'est pour vous dire, hein, vraiment, j'ai brossé un peu l'état de notre système d'information. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je ne sais pas comment. Un dernier exemple. C'est la libéralisation des ondes. Vous savez très bien que on dit, si vous voulez créer une radio, une télé, vous avez un dossier à constituer, vous devez aller déposer au ministère de la Communication, ce qui n'est pas normal, parce que ce n'est pas au gouvernement. Si on avait vraiment libéralisé comme on le prétend, c'est peut-être le Conseil national de la... Je sais pas, vous voyez un peu le genre. Or, la commission chargée d'examiner ces dossiers n'a jamais fonctionné, n'a jamais existé. C'est la tolérance administrative, on vous donne l'autorisation de... Et s'il vous plaît, chaque promoteur de radio a choisi sa fréquence. Hein. C'est-à-dire, vous savez, pour qu'un émetteur émette, il y a un quartz qu'on doit mettre sur l'émetteur qui définit la fréquence de l'émetteur. Donc, ça vient d'Europe avec déjà la fréquence que lui choisit. Il estime que ça c'est un bon chiffre, hein. 100.5, c'est très bon ça. Il choisit. Non, franchement. Non. Et puis s'il vous plaît, le prix à payer, mais c'est hors de prix. C'est dans les 100 millions pour une télé nationale. C'est hors de prix. Donc, résultat des courses. Les seules télévisions qui ont une licence au Cameroun, je crois que c'est Canal 2, c'est STV et hein? Je pense que c'est inspiré. En plus, ouais. C'est vrai. Tout le monde vit sous le régime de la tolérance administrative. Donc voilà le chaos dans lequel on vit. Voilà le chaos dans lequel on vit. Bon, je m'éloigne peut-être un peu de notre sujet, mais c'est donc pour dire que... C'est par là que commence le conflit. Ben oui, parce que c'est tout ça, c'est tout ça. Donc vous, quand vous travaillez dans un système comme cela, vous êtes diminué, vous devez le savoir. Vous devez le savoir, vous êtes diminué sur tous les plans. Sur le plan de la protection juridique, sur le plan de votre capacité à mobiliser des fonds, enfin, sur tous les plans, vous êtes diminué face à une autorité qui a les pleins pouvoirs qui datent de 59 et qui continuent. Donc voilà. Donc quand vous me dites, quand le matin vous sortez de chez vous pour aller couvrir
une manifestation. Bon, je crois que c'est pas qu'il faut renoncer, hein. Non, non. Moi, je pense que heureusement que le Cameroun est observé par tout le monde entier et que des choses qui se passent ici peuvent être répercutées ailleurs. C'est vraiment ce qui nous sauve quelque part. C'est ce qui nous sauve. Heureusement aussi que vous avez des systèmes d'alerte qui vous permettent, quand vous êtes en danger, de signaler. Je pense que votre syndicat a dû vous donner quand même un numéro de téléphone ou je sais pas quoi qui vous permettent de... je pense aussi qu'avec des gilets, effectivement, dont a parlé notre confrère tout à l'heure, ça vous signale un peu mieux. Sauf que parfois, ça vous signale trop. Parce que ça... Donc, vous voyez un peu, c'est... Bon, moi je dis, quand vous sortez de chez vous, prenez d'abord un bon petit déjeuner quand même.